tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, nous parlons littérature, nature et écologie dans notre émission avec nos 3 invités qui, chacun à leur manière, sensibilisent et veillent à la nature, à notre environnement. Sylvain Mangel et Marie Houlbrecht sont respectivement photographes et auteurs. Ils ont à leur actif plusieurs livres, dont celui-ci, Naïri, Petit Diable des Prairies, un ouvrage jeunesse qui explique et montre avec de vraies photographies la vie d'une petite hermine mâle. À leur côté, Julia Billet, autrice de la bande dessinée Bloom, illustrée par Jérôme Rullier, une BD qui interpelle, qui questionne le monde de demain. On découvre tout ça pendant 26 minutes. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau. Julia, c'est pas évident de résumer Bloom, ni même de le définir en quelques mots. C'est votre dernier ouvrage avec Jérôme Rullier, je le disais. Bloom, on va en apprendre plus au cours de cette émission. Mais tout n'est pas fiction dans ce livre, puisqu'on parle de méduses, de centrales nucléaires à un moment donné. Et c'est une histoire vraie, expliquez-nous. C'est de là que ça part. Oui, en fait, Jérôme Rullier et moi-même sommes co-scénaristes. Oui. Il est en plus dessinateur, donc il a double casquette. Jérôme m'a envoyé un jour un article de journal où il était question de méduses qui avaient envahi des bassins d'eau de refroidissement de centrales nucléaires. Et donc dans cet article, il était noté que la centrale avait dû fermer pendant une semaine pour nettoyer ce bassin. Et en faisant des recherches, on s'est aperçu que ça se passait un peu partout dans le monde. Depuis plusieurs années, il y avait des agglomérats de méduses comme ça, on ne sait pas trop d'où elles viennent. Bon, l'hypothèse, c'est que c'est quand même les changements climatiques qui amènent à ces dérèglements. Et ces méduses, ces agglomérats de méduses, on les appelle des blooms. C'est ce qu'on voit là. Voilà, alors ça c'est une méduse. Ça c'est une méduse, voilà. Une méduse. Et on a été à la fois très étonnés, bien sûr, que les centrales puissent s'arrêter à cause d'animaux. Et ça nous a un peu fait sourire en se disant, en fait, les antinucléaires ne parviennent pas à faire fermer les centrales nucléaires, mais par contre, la nature, quand elle s'y met, est capable de reprendre ses droits. Voilà, de reprendre ses droits. Et on est parti un peu de cette idée des méduses et qui forment donc ces blooms, ces efflorescences ces conglomérats d'animaux. Mais alors on trouve aussi des blooms d'algues dans les océans, beaucoup. C'est un phénomène un peu... Alors je ne sais pas s'il est si récent que ça, mais en tout cas c'est un phénomène qu'on repère et qui vient vraiment des changements climatiques. Les méduses par rapport aux centrales nucléaires, vous en aviez déjà entendu parler, Marie, Sylvain? Non, moi non. Moi personnellement non plus. C'est ça, c'est assez fou de se dire que des méduses peuvent réussir à fermer des centrales nucléaires. Quelques éléments tout de même sur Bloom pour donner un aperçu de votre BD à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous diriez? Quels sont les mots que vous utiliseriez pour présenter en quelques mots? Alors c'est une dystopie dans un monde qui n'est pas si loin d'une autre et qui vient un petit peu interroger notre rapport à la nature et au monde. On est dans un monde très policé, très militaire même, et une jeune femme qui est un peu différente des autres, on pourrait croire qu'elle est peut-être autiste. En tout cas, elle ne parle pas. Elle travaille dans une serre. Et cette jeune femme, en fait, semble avoir des visions et communiquer avec justement des méduses. Et cette jeune femme qui est différente, qui est différente des autres, qui a besoin de médicaments pour pouvoir vivre avec les autres, eh bien, va montrer peut-être un chemin un peu différent à prendre, un chemin qui nous rapproche de la nature et qui rapproche aussi les humains entre eux, puisqu'elle va aussi, elle et puis pas toute seule, avec sa famille autour, avec un vieil anthropologue aussi qui va leur raconter des histoires qui nous rappellent que la solidarité, ça permet de pouvoir espérer changer le monde. On va en parler dans cette émission. Alors, on entend qu'on s'appuie sur le réel. C'est clairement ce que vous faites, Sylvain et Marie. Et ce, depuis le début, parce qu'il y a d'autres ouvrages avant celui-ci. Ça, c'est le dernier. Alors, est-ce qu'on dit Naïri? Voilà, Naïri, donc Petit Diable des Prairies. Vous appuyez sur le réel. Ça a été le point de départ, en tout cas, le leitmotiv dès le départ de cette aventure, Marie? Oui, pour moi, c'est presque obligatoire.
J'aime beaucoup travailler sur les animaux avec Sylvain, et d'autant plus qu'on voit beaucoup de livres pour enfants qui sont avec des fourchettes et des couteaux, des renards qui mangent comme ça à table ou qui font du ski, etc. Donc nous, on veut être au plus vrai de la vie sauvage et aussi interpeller les enfants sur la protection de la nature et comment il faut se conduire dans la nature pour la respecter. Et voilà. Et là, sur ce livre, en fait, comment je veux dire, c'est une petite hermine qui change de couleur, voilà, mais qui, à cause du réchauffement climatique maintenant, eh bien, a des problèmes par rapport aux prédateurs, parce qu'elle attend la neige ne vient pas, et elle a du mal à sortir de ses galeries et de ses souterrains, parce qu'elle est guettée par d'autres, par des prédateurs. Visible. Voilà, elle est plus visible. Sylvain, vous aussi, hein, dès le départ, c'était important. Finalement, ça valorise vos photos et vos heures d'affût. Oui, bien sûr. Et d'un autre côté, ce que j'aime dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours aimé aussi, c'est communiquer avec les enfants et essayer de leur faire prendre conscience de ce qu'il y a autour d'eux, sans aller très très loin, puisque mes photos sont toujours faites dans un rayon assez restreint, et on montre ce qu'on a juste à côté de chez soi. Donc c'était le but premier. Pourquoi le choix de l'hermine? Est-ce que c'est par rapport à ce que vous avez observé? Dans quel sens ça s'est fait? Est-ce que c'était une volonté de faire l'hermine ou est-ce que c'était... Oui, c'était une vraie volonté de parler de l'hermine pour parler de toutes les façons qu'ont les animaux de s'adapter d'une part au climat qui change aujourd'hui, mais d'autre part aussi aux saisons, ce qui a toujours existé. L'hermine évolue dans sa couleur par le fait des saisons, mais aujourd'hui de plus en plus, et aujourd'hui elle a vraiment des difficultés à se cacher quand il y a de la neige, puisqu'elle est blanche, à l'inverse de l'été où elle est marron, et donc à ce moment-là, elle a quelques difficultés. Donc on voulait sensibiliser, montrer ce qu'est l'évolution et ce que ça engendre comme problème aujourd'hui. Et comment les animaux hibernent les uns les autres, la migration, les animaux qui ont des poils qui poussent davantage, d'autres qui gonflent leurs plumes, d'autres qui se cachent sous la terre, d'autres qui s'endorment, d'autres qui hibernent à moitié. Enfin, c'était un travail qu'on voulait très riche pour faire connaître un peu mieux la nature aux enfants. Et d'autre part, on essaie toujours de choisir un animal qui va provoquer un peu d'affect chez l'enfant, ce qui fait que c'est plus intéressant et plus agréable pour lui de s'intéresser. Toujours un peu d'humour et un peu de tendresse pour finalement sensibiliser les plus jeunes. C'est par là que ça passe aussi. C'est avec ça qu'on arrive à capter leur attention. Ouais, mais aussi, c'est un animal qui est... pour l'avoir travaillé pendant 3 mois, vraiment avoir vécu avec l'hermine, qui a des choses vraiment particulières pour s'adapter à la nature. Elle a des stratagèmes pour essayer, pour prendre ses proies elle-même. Elle les hypnotise, elle tourne autour, voilà. Et pour elle, se sauver des prédateurs, elle a une queue avec des petits poils noirs au bout. Et en fait, elle fait tourner sa queue pour faire comme un leurre. Et les animaux, les prédateurs, les buses ou les renards s'intéressent à ce leurre. Et elle peut facilement se carapater et passer sous la terre. Maline. Oui, elle est très maline. Elle a une façon de vivre qui est quand même exceptionnelle. Ouais. Alors Julia, comment est née cette envie, ce besoin, peut-être aussi de proposer un livre, une BD? Alors vous nous avez parlé bien évidemment de ces centrales nucléaires, de ces méduses, mais voilà, sur ce monde de demain, sur ce monde naturel, est-ce que c'était pour vous déjà un projet qui, dans votre tête, mûrissait depuis quelques années déjà? Est-ce qu'il y avait déjà cette volonté d'écrire sur ce sujet-là? Je pense que l'écriture, en tout cas pour moi, c'est quand même très lié au monde, à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qui nous inquiète aussi. Donc écrire sur ce que devient le monde aujourd'hui, oui, ça me paraît important. Il y a plein de façons de le faire. Là, c'était dans une dystopie, mais ça peut se faire autrement, tout à fait. Donc avec Jérôme, on a eu envie effectivement d'aller de ce côté-là.
pas seulement pour parler du monde qui va à volo, hein, parce que c'est dans cette histoire, effectivement, on est dans un monde où l'autorité du gouvernement est très rude, où les libertés sont très limitées, où les gens différents ne sont pas acceptés par les autres, sûr, etc. Bon, ça ressemble un petit peu quand même à des choses qu'on voit en ce moment. Mais on avait aussi envie de se dire qu'il se passe des choses dans la nature et le monde, il va nous survivre en fait. Hein. Le monde va nous survivre, on fait partie du monde, mais le monde... Et que peut-être qu'en étant plus à l'écoute justement du monde, des arbres, des animaux, on a peut-être des choses aussi qui pourraient nous aider à vivre autrement. Et on était tous les deux, on a été très impressionnés par un livre de Natacha Martin, Croire ou fauve, hein, c'est une femme qui est anthropologue et qui travaillait sur l'animisme et qui en fait a été attaquée par un ours qui lui a dévoré la moitié du visage. Et il se trouve qu'elle travaillait justement sur les rêves d'animaux et que cette histoire lui a fait prendre conscience qu'elle entrait en relation avec cet animal. Donc il y a toute une réflexion d'anthropologue sur l'animisme dans les villages dans lesquels elle travaille, mais il y a toute une réflexion sur nous les humains et sur les animaux et les rapports qu'on peut avoir avec eux. Donc finalement avec Bloom on se sensibilise sans donner de leçons, oui. On interpelle, c'est ça l'idée aussi peut-être. Oui. Amener une réflexion. Oui, l'idée, c'est pas de... Puis on n'a pas les bonnes réponses, mais en tout cas, on pense qu'il y a quand même des solutions. Et une des solutions, je pense que c'est d'être... on s'appuie sur la théorie des sans-singes, qui est une vieille théorie pseudo-scientifique, mais peu importe qu'elle soit scientifique ou pas, qui fait qu'il faudrait... le 100e singe permet de changer... une culture ou des habitudes. On le lit dans le livre. 100 personnes seulement seraient à même de faire changer le monde. Voilà. ça donne à réfléchir. 100 personnes pour faire changer le monde. Finalement, Sylvain, Marie, c'est aussi un petit peu ce que vous faites, hein, sensibiliser le public jeunesse. On le disait avec ce livre. On sensibilise à la faune, à la flore. L'idée, c'est vraiment d'aller assez large. On ne parle pas que de l'animal. Il y a vraiment une vision très globale de ce que vous apportez, de cette sensibilisation. On est de plus en plus demandé dans les écoles et dans les médiathèques maintenant. Et notre envie, c'est surtout de parler beaucoup avec les enfants et de leur expliquer leur façon de se conduire dans la nature, comment respecter les champignons, les feuilles, les animaux, comment ne pas faire de bruit quand on va dans la nature, comment... on peut être respectueux de tout ce qui nous entoure, de ne pas jeter de papier, de rester sur les chemins, de ne pas cueillir les fleurs pour les jeter, de ne pas taper dans les champignons qui peuvent nourrir les animaux. Et c'est un travail assez important parce que parfois on a quand même des choses où pas attacher vos chiens quand vous allez dans la nature pour ne pas déranger. Et en fait, parfois on a des enfants qui nous disent tu sais, mon papy il est chasseur et nous il faut bien qu'on mange. Hein. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Sylvain, avec vos photos, en fait, vous montrez le réel, hein, pas de filtre. Pas de mise en scène, on est vraiment immergé comme si on y était avec vous. Exactement, oui. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, beaucoup de photographes animaliers essaient de faire ça, hein, je ne suis pas le seul bien sûr, mais on essaie de montrer le beau sans déranger nous-mêmes. On a pour la plupart, on a une éthique de respect de tout ce qui nous entoure. Et moi, ce que j'aime montrer, c'est plus les attitudes des animaux sans qu'ils aient à me regarder, quoi. Je veux dire, la photo de l'animal qui me regarde ne m'intéresse pas. Je veux qu'il ait une vraie attitude sauvage et qu'on voit qu'il vit normalement. C'est des longues heures, très longues heures, j'imagine, de patience, sûr, parce qu'on voit les photos dans le livre. Alors, on ne va pas les montrer, moi je les ai vues, mais on ne va pas toutes les montrer, mais il y en a certaines, on se dit, pour capter cet instant, ce moment, il a fallu attendre longtemps. Alors, ça dépend des espèces qu'on va photographier. Nous, on se renseigne sur les... Déjà, avant de faire une photo d'un animal en particulier, il va falloir apprendre à le connaître, savoir comment il vit, à quelle heure il va sortir, à quelle heure il va se nourrir. Et tout ça, c'est de l'apprentissage en amont. Ensuite, beaucoup d'observations.
Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on peut partir à l'affût et à ce moment-là, oui, on attend. Alors des fois, on attend une demi-heure et l'animal est là, et même peut-être pas une demi-heure. Et des fois, il est là, on arrive à faire les photos qu'on a envie de faire. Et parfois, vous attendez 4 heures, 5 heures, 6 heures, et rien ne se passe. Ah bah c'est la magie de la photo. Et puis, Alors, on va poursuivre dans un instant. Mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un reportage. C'est une autre manière de sensibiliser les enfants. On part dans une cour d'école du côté de Fraise avec Aurélie Colombel. C'est un jardin qui a pris place autour de l'école Jules Ferry de Fraise, une cour végétalisée que les enfants se sont appropriés. Avant, par terre, on avait du béton, donc quand on courait, on pouvait se faire mal si on tombait par terre, et c'est plus agréable. Très fleuri, coloré. Je trouve il y a plein de joie. La cour d'école, c'est un peu la vitrine, hein, c'est ce qu'on voit en premier quand on arrive. Donc forcément, pour les élèves, c'est leur cadre de travail. Pour nous aussi, en tant qu'enseignants, et ça apaise le climat, les enfants se sentent bien. Une vingtaine d'arbres ont été plantés sur la pelouse qui remplace le béton. Du relief a été créé autour d'espaces de jeu et de détente que les parents ont pu découvrir lors de l'inauguration en fin de semaine dernière. Rien à voir, tout a changé. Elle est beaucoup plus fonctionnelle, je dirais. Il y a beaucoup plus d'ombre. C'est méconnaissable. Elle est beaucoup plus jolie. Et c'est vrai que le vert, ça donne plus d'oxygène et tout ça pour les enfants. C'est plus gai aussi. Un projet dans l'air du temps, celui de la lutte contre le réchauffement climatique et la non-artificialisation des sols. Après avoir retiré la couche d'enrobement, il faudrait 10 ans à la terre pour retrouver son équilibre. Aujourd'hui, on est sur un projet écologique, hein, la transition écologique, on est en plein dedans. C'est la génération future qui arrive, donc le but, c'est vraiment de former des éco-citoyens. Et si on ne fait pas à l'école, qui le fera? Les travaux voulus par la municipalité ont eu lieu l'été dernier. L'aménagement s'est ensuite poursuivi avec les écolis. C'est un gros investissement, 220 000 € hors taxe. Donc la cour a été subventionnée à 80% par l'agence de l'eau Reimeuse, suite à un appel à projet en 2021. Si l'agence de l'eau a été si généreuse, c'est que cette métamorphose permet de mieux gérer le cycle de l'eau avec un sol poreux et des bassins de trop-plein, une cour végétalisée qui a été le support de plusieurs projets pédagogiques. Alors, transmettre, émerveiller peut-être, on voit les enfants il y a une conscience, hein, on entend dans leur discours. Émerveiller avec vos photos, est-ce que c'est peut-être pas déjà éveiller les consciences quelque part? Est-ce qu'on arrive déjà à leur donner, à leur faire prendre conscience de ce qui se passe? Complètement. En fait, ce qu'on essaie aussi, nous, de faire, c'est de poser une petite graine dans la tête d'un enfant. Et puis, un jour ou l'autre, il sera comme tous les autres. Hein. Il va devenir ado, il va aimer les portables et les écrans. Et puis, si on a réussi à mettre cette petite graine, je pense qu'un jour, elle va germer. Et à ce moment-là, ils respecteront ce qui les entoure. Transmettre une conscience écologique, est-ce que c'est ça aussi l'idée de Bloom, peut-être quelque part, d'une manière assez forte, hein, impressionnante quand même, parce qu'on vous le disait tout à l'heure, on est plutôt sur une dystopie, clairement. On s'adresse à des ados, des grands ados déjà. Hein. Oui, des ados, des adultes, oui. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, si on n'a vraiment pas confiance que le monde va mal et qu'on doit un peu le protéger pour nous protéger aussi, si vraiment on n'en a pas conscience, c'est bien d'en prendre conscience là. Alors, donc effectivement, Bloom participe à ce mouvement-là de réfléchir à ce qu'on peut faire aussi nous en tant qu'êtres humains. Pour vous, aujourd'hui, l'art, alors sous toutes ses formes, hein, que ce soit la photo, l'illustration, l'écriture, est-ce que ça permet de jouer un rôle? Est-ce que c'est un levier aujourd'hui pour le futur, pour notre monde? Alors moi, j'en suis vraiment convaincue. Je pense qu'on vit dans un monde où les récits sont parfois très négatifs, sont parfois, si on pense un peu à la science-fiction des années 50, 60, où on avait beaucoup de fin du monde, beaucoup de monde autoritaire, etc. Mais on voit que certains se sont quand même réalisés. On pourrait presque se demander si ce sont des visionnaires ou alors si on n'est pas aussi influencé par la littérature et par l'art. Et est-ce que notre rôle aujourd'hui, c'est pas justement de faire des récits qui donnent des espoirs et du possible, qui rendent les choses
plus vivable. Positive, oui. Positive. Marie, j'ai vu que vous Moi, acquiescez. Je suis tout à fait convaincue que si on donne un petit peu du bonheur et une envie d'être heureux, je pense que ça peut faire du bien. On voit avec les grands-parents, tous les gens qui viennent pour voir nos livres et les acheter pour leurs petits et tout. Ils sont ravis de savoir qu'on leur propose des choses qui sont de qualité, c'est sûr, mais aussi on leur donne un petit peu d'optimisme quant à l'avenir avec leurs petits et ça leur fait du bien, franchement. Oui. Un peu de positif ne fait pas de oui, mal. Un peu de positif, même beaucoup, ça fait du bien. Votre fonctionnement est toujours le même? Vous prenez les photos, Marie, vous appuyez sur ces photos? C'est dans le sens-là que ça se passe? À chaque fois, je choisis les photos qui me parlent le plus et puis je fais une banque de photos que je garde et après, je choisis chaque personnage pour poser mes textes et pour écrire. Voilà. Je m'enregistre, j'écris en essayant d'avoir du rythme et des rimes pour que ce soit plus facile à lire et plus facile à raconter, parce que je raconte aussi bien sûr beaucoup dans les écoles et tout. Et ça m'intéresse vraiment parce qu'en fait, maintenant, je me documente, enfin, c'est pas maintenant, c'est depuis le début, je me documente énormément sur l'animal. Il y a toujours eu un documentaire au départ et après, il y a ce conte. Et pour ce conte, il se passe toujours quelque chose d'un petit peu négatif. Et après, bien sûr, il y a un élément qui va faire que ça se termine bien et qu'il y a quelqu'un qui va aider pour que tout se passe bien. Le positif. Le positif. Julia, ça a été aussi une collaboration, hein, vous nous l'avez dit, avec Jérôme. Beaucoup d'échanges, parce que Jérôme n'est pas dans les Vosges, bien évidemment. Beaucoup d'échanges. Comment vous fonctionnez quand c'est à distance? Alors, on travaille beaucoup par Internet. On s'envoie beaucoup. On s'envoie des documents. On s'appelle aussi. Donc, quand on est en plein travail, on peut s'appeler 5-6 fois par jour. On s'envoie 10 mails par jour. Et on travaille beaucoup en aller-retour. C'est-à-dire que on pense beaucoup le scénario avant, j'écris, je lui envoie, il dessine, il m'envoie ses dessins, on en rediscute, voilà. Et on avance comme ça petit à petit. On ne peut pas dire que oui, si le texte va précéder, mais l'image vient très vite. Et le texte avance aussi en fonction des images, voilà. Donc c'est vraiment un travail. Donc comme on est de loin, on travaille de loin avec la technologie qui nous permet. Est-ce qu'il y a des modifications, des suites à des échanges, par exemple, vous, sur la partie écriture, est-ce qu'il il revient aussi sur l'écriture, comme vous pouvez revenir sur ses dessins? Oui, beaucoup. C'est ce qui permet d'avancer aussi. Oui, c'est aussi ce qui est intéressant. Et à la fois, on ne se fait pas de cadeaux et en fait, on se fait des grands cadeaux parce que justement, en revenant sur ce que l'autre a fait, c'est aussi une façon d'avancer ensemble, quoi. Alors, il nous reste déjà plus que 3 minutes d'émission. Julien, on va revenir tout de même sur votre parcours aussi, puisqu'on va quand même dire que vous avez plus de 40 livres à votre actif et que vous êtes également professeur à l'ESAL, l'École supérieure des arts de Lorraine. Ce monde de la création, finalement, de l'écriture, il vous accompagne depuis longtemps? Oui, ça commence à faire, puisque je ne suis plus la première jeunesse. Ça fait plus de 30 ans, je crois, que je suis publiée, puis j'écrivais avant aussi. Et donc, effectivement, je travaille à l'ESAL et je travaille l'écriture avec les étudiants. C'est un peu particulier. Il y a assez peu d'écoles en France où il y a vraiment un poste complet qui est consacré à l'écriture. Donc, je travaille beaucoup avec mes collègues, mes autres collègues autour de l'image et de la narration. Un beau projet. Et c'est assez fabuleux de voir aussi les jeunes... Comment l'écriture fait naître des images, comment les images font naître de l'écriture. Et tout ça, effectivement, vient donner du sens, très souvent, et de la poésie aussi. Sylvain, Marie, il y a les livres, donc vous les avez tous devant vous. Rappelez-nous, le premier, c'était Noisette. Donc le premier, c'était Noisette. Le second, Rosaline, c'était un petit écureuil. Ensuite, nous avons fait Violette et Juliette, des chouettes de Tengemalm. Ce sont des chouettes des vieilles forêts d'altitude dans les Vosges. Les chamois, bien entendu, et voilà, le dernier, donc Naïri. Qui termine. Voilà. Et alors, il y avait les livres d'un côté. Voilà, et une petite édition de jeu qui est pour apprendre la biodiversité dans les Vosges. Enfin, dans les Vosges, à peu près partout en France, hein, bien entendu. Voilà, avec 2 boîtes différentes, une boîte métallique et une boîte bois un peu plus respectueuse de la nature. C'est essentiellement les images de nos livres qu'on a repris pour que les enfants
connaissent le nom des animaux. Alors, il y a un jeu de mémoire, on peut jouer de 5 façons différentes, en mémoire, en kim, en devinette, voilà. L'idée, c'est vraiment de se familiariser et puis voilà, de retrouver aussi les personnages familiariser avec les animaux, oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce qu'il y aura un 6e? Oui, c'est bien, on en a 5. Ah oui, oui. On a déjà des idées d'un 6e livre en parlant un petit peu des fluctuations rapides des rivières qui gênent certaines espèces à nicher et à avoir des oiseaux qui ont du mal à vivre au bord des rivières. Et puis également un projet là avec la ville d'Épinal, dans la politique de la ville, sur Golbet, au du Gras, une assez grosse exposition de 25 à 30 images en 1,50 m par 1 m, grand format, qui va être normalement posée du 26 mai au 30 juillet. Et avant cela, on vous retrouvera donc aux Imaginales, c'est bien ça? Et aux Imaginales, oui. Voilà. Et ce livre, alors, on le trouve où? On va le trouver dans les librairies d'Épinal, à Cultura, dans toutes les bonnes librairies à Nancy, voilà, dans les médiathèques, bien sûr, parce qu'ils nous le demandent partout. Saint-Dié également, chez Le Neuf, voilà. Et puis sur Internet aussi, si besoin. Oui. Julia, on va terminer également avec vous. Vous aurez le mot de la fin de cette émission. Bloom, donc, aux éditions Virage Graphique, collection Virage Graphique, édition Actes Sud. Et le prochain projet pour vous? Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a plusieurs, mais il y a un livre qui sort aux éditions du Pourquoi pas pour les tout petits, là, qui va sortir dans les jours qui viennent, qui s'appelle De moi à toi et qui vient parler un peu poétiquement du vivre ensemble et de comment comment regarder, écouter, partager sont des mots qui amènent à la rencontre et à grandir aussi, qui permettent de grandir. Encore du positif alors? Oui. Merci à tous les trois en tout cas d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine sur Bouche Télé. À bientôt.